faites bien de nous avoir choisis pour vous informer. Il est 20h à Libreville, la capitale gabonaise. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Au Gabon, les lampions se sont éteints sur les travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire du Conseil national de la démocratie à Libreville. Ces assises ont suscité un vif intérêt des hommes politiques, tous bords confondus. Au Tchad, Saleh Kebzabo a été investi par son parti, candidat à l'élection présidentielle du 10 avril prochain. Il appelle à un dialogue politique sur l'organisation de ce scrutin. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante et la dynamique de l'opposition autour d'une table. Les échanges ont porté sur l'organisation de l'élection présidentielle en cette année 2016. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Abdulaziz Maïga. Bonsoir Dina Koussou, bonsoir à tous. De la politique en ouverture de ce journal à Libreville, l'Assemblée plénière extraordinaire du Conseil national de la démocratie s'est achevée ce matin avec des perspectives d'avenir positives démarrées le 18 février dernier à la demande du chef d'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Cette session a retenu plusieurs points importants dont l'intérêt avait été manifesté par la majorité des membres du CND et approuvé par les plus hautes autorités de l'État. Armadjo Mbogo. La clôture de cette session plénière extraordinaire a été émaillée par le bilan des travaux qui s'y sont déroulés en enrichissant le patrimoine décisionnel des conseillers membres du CND. Au nombre des points marquants, il a été retenu entre autres la communication du président de la République dont la lecture avait été faite à l'ouverture par le ministre Léon Zouba, l'examen de la modification du règlement intérieur du CND, l'implication du CND à toutes les élections politiques, la mise en place d'une commission d'éthique permanente chargée de l'application du code de bonne conduite et l'examen du projet de texte portant sur la procédure de saisine du CND, pour ne citer que ces quelques orientations. Au total, ce sont 9 points qui ont été relevés, lesquels devront contribuer à l'amélioration de la gouvernance du Conseil national de la démocratie ainsi qu'à la modernisation du processus électoral au Gabon. Le président du CND, Maître Séraphin Dao, n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des conseillers membres pour avoir usé d'abnégation et d'engagement en assumant leurs charges. Au moment où le Gabon va se préparer à une première élection avec le président Ali Bongo Ondimba comme chef d'État, le message que ce dernier a fait parvenir au CND doit amener tous les acteurs de la société à prendre conscience de son importance. À ce titre, le CND a pris acte de cette communication en ce sens que, d'une part, le chef de l'exécutif gabonais a fait état de cette recommandation issue des dernières assises de l'institution et d'autre part, l'accord d'Ali Bongo Ondimba pour un dialogue national non seulement politique, mais également civil, social, culturel, intergénérationnel, militant au nom des partis politiques ou des associations. Toutefois, ce dialogue global aura lieu en son temps au sein du CND qui prendra le temps de le préparer sans précipitation, la compétence institutionnelle lui étant désormais reconnue. Toujours en politique, l'Union européenne n'enverra pas d'observateurs au Congo-Brazzaville pour les élections prévues le 20 mars prochain. Et selon cette institution, les conditions ne sont pas réunies pour le bon déroulement du scrutin. Ivan Bala s'en fait l'écho. Démocratique. La Commission électorale nationale indépendante, la dynamique de l'opposition au menu de leurs échanges, la faisabilité de la présidentielle en RDC en cette année 2016, Abdulaziz Maïga. L'instance de régulation des élections au pays de Joseph Kabila a profité pour évoquer les difficultés auxquelles elle est confrontée. Les précisions dans ce reportage signé Dina Koussou. Il faut lever toute zone d'ombre à l'approche de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. C'est en substance l'une. Il faut lever toute zone d'ombre à l'approche de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. C'est en substance l'une des raisons qui a réuni autour d'une table l'opposition congolaise représentée par la dynamique de l'opposition et la Commission électorale nationale indépendante. Objectif, examiner les contours de l'élection présidentielle pour cette année 2016. Occasion toute faite pour l'autorité en charge des élections en République démocratique du Congo d'exprimer à cette plateforme de l'opposition congolaise les écueils face auxquels elle doit faire face alors que les scrutins approchent à grands pas. Pour la dynamique de l'opposition, il faut donner la priorité à l'élection présidentielle qui est très importante et constitutionnelle. Elle doit donc se tenir dans des délais respectables prévus par la norme suprême.
Même si le calendrier électoral n'est toujours pas connu par les différentes forces vives de la nation congolaise, il faut toutefois souligner que les opposants restent attachés à la date fixée par les textes en vigueur dans le pays, notamment le 27 novembre 2016. Ce face-à-face a donc été le lieu idéal pour rappeler aux uns et aux autres les devoirs qui sont les leurs. Durant cette rencontre, les poids lourds de la dynamique de l'opposition étaient tous présents, entre autres l'Union pour la nation congolaise, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, les forces novatrices pour l'union et la solidarité. En face d'eux, les membres de la Commission électorale nationale indépendante, avec à leur tête l'actuel président de cette institution. Je vous disais à l'instant, l'Union européenne n'enverra pas d'observateurs au Congo-Brazzaville pour les élections prévues le 20 mars prochain. Selon cette institution, les conditions ne sont pas réunies pour le déroulement démocratique du scrutin. Ivan Bala s'en fait l'écho. L'Union européenne n'enverra pas d'observateurs aux élections présidentielles du Congo-Brazzaville prévues le 20 mars prochain. D'après le porte-parole de l'Union européenne, la réforme de la loi électorale du janvier ne permet pas d'assurer le caractère démocratique, inclusif et transparent de l'élection. La Commission électorale nationale et indépendante n'est pas assez indépendante au regard de la nomination par le chef de l'État du président de la dite commission. Selon l'Union européenne, cette nomination aurait dû faire l'objet d'un consensus entre tous les partis. Ajoutez à cela, l'administration est surreprésentée dans la commission. La qualité du fichier électoral qui risque d'affecter la crédibilité du vote ferait état d'un gonflement du dit fichier dans certaines régions où de nombreux écarts importants ont été constatés entre le nombre d'inscrits sur les listes et les chiffres de la population en âge de voter. Le porte-parole du gouvernement et ministre de l'Information, Thierry Mungala, rejette la problématique de fraude au niveau du fichier électoral. Il a affirmé que toutes les parties présentes ont appelé leurs électeurs potentiels à s'inscrire massivement sur les listes électorales, ce qui a abouti à l'inscription d'à peu près 70 à 80 000 Congolais supplémentaires. Thierry Mungala prend acte du refus de l'Union européenne et estime que l'institution n'a pas le droit de juger de la qualité du processus qui va aboutir à l'élection du président de la République ce 20 mars. Il a affirmé que toutes les parties présentes ont appelé leurs électeurs potentiels à s'inscrire massivement sur les listes électorales, ce qui a abouti à l'inscription d'à peu près 70 à 80 000 Congolais supplémentaires. Thierry Mungala prend acte du refus de l'Union européenne et estime que l'institution n'a pas le droit de juger de la qualité du processus qui va aboutir à l'élection du président de la République ce 20 mars. Au Tchad, Saleh Kebzabo, le chef de file de l'opposition tchadienne, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 10 avril prochain, Dina. En effet, Aziz Maïga, il appelle par ailleurs à un dialogue politique sur l'organisation de ce scrutin qui aura lieu dans moins de 3 mois. Blanche Biga pour les détails. C'est face à la presse que le député et leader de l'opposition tchadienne a fait son annonce. Le président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, Saleh Kebzabo, affirme avoir été investi par son parti lors d'une session extraordinaire. Pour terrasser le président Idriss Déby Itno et le régime despotique qu'il représente, nous avons l'obligation de fédérer toutes les sensibilités du pays au-delà de notre seul parti, a-t-il déclaré. Le message est donc clair, les objectifs affirmés, à savoir déloger le chef de l'État du siège présidentiel, après en avoir été plusieurs fois le ministre de 1993 à 2001. Président d'un groupe parlementaire avec 9 députés à l'Assemblée nationale, Saleh Kebzabo a désormais le statut de chef de file de l'opposition du Tchad. 2 fois candidat aux élections présidentielles en 1996 et 2001, où il était arrivé 3e face au président Déby Itno. Il a ensuite boycotté les élections de 2006 et 2011, dont il jugeait l'organisation et la gestion floues. Il appelle à ce propos le pouvoir à un dialogue afin de corriger les ratés observés au cours du recensement et éviter toute contestation de la présidentielle prévue le 10 avril. Direction la zone des Grands Lacs, à Kampala, le principal opposant au régime Museveni, Kizza Besigye, a été arrêté ce matin pour la 3e fois depuis le début du scrutin présidentiel du 18 février. Effectivement, Dina, cette 3e arrestation fait suite à son appel à une marche vers le siège de la commission électorale. Les précisions dans ce reportage de Dina Poussou.
Depuis la proclamation définitive des résultats qui font de l'opposant Kizza Besigye le deuxième de cette élection présidentielle ougandaise avec 35,37% des voix, très loin derrière le président sortant Yoweri Museveni qui a obtenu 60,75% des suffrages, la capitale ougandaise Kampala reste plongée dans un climat d'inquiétude. Pour la troisième fois depuis le début de la course à la magistrature suprême, l'opposant Kizza Besigye a été ce lundi arrêté. Nous l'avons arrêté de manière préventive parce que nous avons eu une information selon laquelle Besigye et d'autres personnes que nous surveillons sont en train de mobiliser du monde dans diverses parties du pays, Kasese, Barara, Jinja, Goulou, pour causer des ravages dans les rues, endommager des propriétés, tabasser des innocents, de paralyser les affaires à Kampala, et c'est inacceptable. En contestant les résultats, il veut pousser les gens à aller dans la rue, manifester, causer des ravages, et ça ne va pas se passer comme ça. Kizza Besigye avait été assigné à résidence depuis vendredi soir. L'opposant historique au président nouvellement élu Yoweri Museveni avait été battu au premier tour des 3 dernières élections présidentielles des années 2001, 2006 et 2011. Et dans le cadre de cette énième course à la magistrature suprême, il a dénoncé un scrutin frauduleux tout en invitant les Ougandais et la communauté internationale à rejeter les résultats. En Éthiopie, les forces de sécurité éthiopiennes continuent de réprimer brutalement les manifestations antigouvernementales, notamment dans la région de l'Oromia, dans le territoire s'étend de l'est au sud-est du pays. Et oui, Aziz, face à ces répressions, l'organisation de la défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, est montée au créneau pour dénoncer ces actes. Armel Joimbogo pour le reportage. Samedi, les dirigeants rassemblés pour le sommet Africa 2016 en Égypte ont souhaité que l'Afrique profite de son taux de croissance attractif pour accroître ses échanges commerciaux et les investissements sur le continent. Plusieurs accords ont été négociés durant les 2 jours d'Africa 2016. Des initiatives ont été également lancées pour renforcer le poids économique du continent. Soulignons par ailleurs que 26 pays africains avaient déjà signé en juin 2015 à Sharm el-Sheikh un accord pour la création de la zone tripartite de libre-échange destinée à faciliter la circulation des biens et des marchandises dans l'Est et le Sud du continent. Le Forum Africa 2016 a également mis l'accent sur le terrorisme international et le tourisme, secteur clé de l'économie égyptienne. Omar Ben Yedder, un des organisateurs du forum, a déclaré que le Forum Africa 2016 doit faire de l'Égypte la porte d'entrée pour les investissements étrangers sur les marchés africains, soulignant toutefois que le président de la BAD, Akiwumi Adesina, a indiqué que pour permettre un accès universel à l'électricité en Afrique, l'institution financière prévoit investir 12 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie dans les 5 prochaines années. Pour lui, l'Afrique se porte bien malgré les défis à relever. Rappelant que l'économie du continent devrait croître de 4,4% en 2016 et 5% en 2017, un taux bien supérieur à celui des pays développés. Et peut-être rappeler, chers téléspectateurs, que ce sujet que vous venez de suivre était en rapport avec la tombée des rideaux à Sharm el-Sheikh en Égypte sur le sommet économique Africa 2016. Et durant 2 jours, plusieurs accords ont été négociés lors de ce colloque panafricain. Donc nous y reviendrons. La page sécurité de ce journal nous conduit au Burundi où l'on parle d'une nouvelle attaque meurtrière. Selon une annonce faite par le maire de Bujumbura, la capitale du Burundi, des criminels armés à moto ont lancé des grenades au marché Kwasiyoni, faisant un mort et 7 blessés. Léa Tsam pour le point. Un mort et 7 blessés, bilan de cette attaque au marché Kwasiyoni dans la capitale burundaise. Les attaques à la grenade se multiplient à Bujumbura depuis ses débuts du mois de février. Dans la province de Mwaro, à quelques 75 km à l'est de Bujumbura, 2 personnes ont aussi été tuées et 2 autres blessées au cours d'une attaque attribuée à des criminels armés. L'annonce a été faite par le gouverneur de la province de Mwaro. Cependant, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en visite au Burundi, devrait s'entretenir avec le président burundais Pierre Nkurunziza ce mardi pour tenter de débloquer la situation. Soulignons que ces attaques terroristes ne sont jamais revendiquées, le pouvoir et l'opposition se rejettent mutuellement la responsabilité.
Selon l'ONU, ces attaques ont entraîné le décès de 400 personnes et le déplacement de 230 000 personnes, notamment des opposants, des militants associatifs et des journalistes. Rappelons que le Burundi est dans une profonde crise politique depuis la candidature du président Pierre Nkurunziza, réélu à un 3e mandat. Toujours en sécurité, direction le Maghreb, précisément le Maroc, où le pays a évité un attentat suicide sur instigation des dirigeants de l'État islamique. Effectivement, Aziz, cette attaque qui devait être perpétrée par un mineur âgé de 16 ans a été évitée de justesse grâce au démantèlement d'une cellule terroriste. Retrouvons une fois de plus les Hatsa. Les menaces terroristes qui planent sur le Maroc deviennent de plus en plus importantes. Le ministère de l'Intérieur a indiqué avoir mis la main sur 10 personnes, membres d'un groupe terroriste âgé de 16 à 40 ans, dont un Français s'apprêtait à commettre des attentats dans le royaume afin de mener une guérilla à grande échelle sous la direction effective du groupe Daesh. La particularité et la dangerosité de cette cellule terroriste résident dans le fait qu'elle a adopté une nouvelle tactique basée sur le recrutement de mineurs et d'individus d'autres nationalités pour commettre des actes et qu'elle a réussi à se doter d'armes sophistiquées, mais aussi qu'elle s'apprêtait à fabriquer des armes biologiques et chimiques toxiques de destruction massive. Les efforts soutenus par les services de sécurité marocains démontrent clairement leur ferme détermination à faire face à la menace terroriste qui guette le Maroc et à resserrer l'eau autour des organisations extrémistes. Société à présent en Guinée, la mine de Téliré, un des nombreux sites d'exploitation artisanale de l'or dans la ville de Dinguiraye, connaît une véritable ruée vers l'or, mais la ruée vers ce métal précieux qui attire au nord des femmes, attire également des femmes dont l'âge varie entre 9 et 15 ans. Eh bien, Aziz, pour la plupart d'entre eux, ils abandonnent l'école pour se livrer aux activités dans les mines, une situation qui ne garantit pas forcément leur avenir. Nous reviendrons sur cette actualité. Une note de culture dans ce journal ouvert le 13 février dernier avec l'objectif de valoriser, soutenir et encourager le cinéma gabonais. La première édition de la quinzaine du film amateur en abrégé Kifilma s'est refermée samedi à Libreville-le-Gabon. Le film Air de stationnement remporte l'Ibogador, le plus prestigieux prix de cet événement. Roland Jacou s'en fait l'écho. Le rideau est tombé ce 20 février sur la première édition du Kifilma, la quinzaine du film amateur qui a vu la participation de plusieurs acteurs, réalisateurs et amateurs du 7e art gabonais. Une plateforme d'expression offerte aux hommes du cinéma local selon le coordinateur général de ce festival. Le film 2016 est un merveilleux chapitre que nous venons d'écrire dans le grand livre du cinéma gabonais. Lancé le 8 février dernier, cette première édition est arrivée à son terme et nous nous retrouvons ce soir pour clôturer cet événement avec la satisfaction du devoir accompli. Plusieurs récompenses ont été remises. L'Ibogador, le prix le plus prestigieux de la compétition, a été remporté par le film Air de stationnement du jeune réalisateur Sosten. Alors, avec ce prix, je vous assure que nous allons faire des œuvres meilleures. Accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fermement invité la première chaîne de télévision gabonaise à commencer la diffusion de productions gabonaises. Que Gabon Télévision soit le premier diffuseur du cinéma gabonais. Et que Gabon Télévision et l'Égis travaillent à faire en sorte que le cinéma gabonais trouve un espace réel de visibilité. Ceci n'est pas un effet de discours, c'est une instruction. Initié par le ministère de la Communication et géré par l'Institut gabonais de l'image et du son, le Kifilma 2016, c'était plus de 60 films en projection, dont 8 en compétition dans la catégorie long métrage. Retenez, chers téléspectateurs, que ce sujet va faire l'objet du 7 ans plus avec comme invité Paolo Ondo, représentant de lauréat de l'Ibogador dans le cadre du Kifilma. Dina, la suite de ce journal, c'est avec du football. Reparti au siège du PSG vers 13h. Serge Aurier a été entendu longuement lors d'un entretien préalable avec ses employeurs en vue d'une suspension ou d'un licenciement suite à ses dérapages dans les réseaux sociaux. Effectivement, Aziz, dans le meilleur des cas, le défenseur du PSG risque une simple mise à pied. Dans le pire des cas, un renvoi. Les détails dans ce reportage de Mamadou Niang. Après son dérapage sur les réseaux sociaux le week-end dernier, Serge Aurier a été entendu ce lundi par les dirigeants du Paris Saint-Germain, entretien à l'issue desquels se décidera son avenir au club de la capitale.
Cet entretien est obligatoire avant une sanction car les footballeurs, comme tous les autres, sont soumis au Code du travail, selon Sylvain Niette, avocat spécialisé dans le droit du travail. Si la sanction choisie est un licenciement, la convocation à un entretien préalable doit être envoyée au moins 5 jours ouvrables avant l'entretien. Et il peut se faire assister de n'importe quel autre salarié de son club. Poursuit l'avocat. S'ensuit le licenciement qui ne peut intervenir moins de 2 jours avant l'entretien préalable et pas plus d'un mois après, détaille encore l'avocat. Un limogeage serait se priver de 20 à 25 millions d'euros, presque le double de la valeur du défenseur, environ 14 millions d'euros, à son arrivée en provenance de Toulouse à l'été 2014. Entre-temps, Aurier est devenu champion d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire et un des tout meilleurs arrière droits d'Europe. Convoqué à 11h et arrivé 3 heures avant, l'international ivoirien a quitté les locaux un peu avant 13h sans faire de déclaration. Sera-t-il licencié ou alors relégué en équipe réserve jusqu'à la fin de la saison avant un éventuel transfert l'été prochain comme avancé? Réponse dans quelques jours. Voilà, Abdoulaziz Maïga, merci de nous avoir accompagnés. Merci Dina, on se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Et dans le cadre du focus de ce jour, Paolo Ondo, représentant du lauréat de l'Ibogador de la première édition, la quinzaine du film amateur, vient de nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler de sa participation, notamment celle de Sosten Ngolika. C'est bien cela. Nous en parlons dans une poignée de secondes. On corrige. Voilà, à titre de rectification, il s'agit plutôt de Sosten Ngolika. C'est bien cela. Bonsoir à vous, Paolo Ondo, d'être venu sur ce plateau. C'est bien cela. Bonsoir à vous. Voilà, vous êtes le représentant du lauréat de l'Ibogador dans le cadre de la quinzaine du film amateur. Il faut le dire, il est dans ce domaine depuis très longtemps. Est-ce à croire que c'est quand même des années de travail qui sont récompensées par le biais de cet Ibogador? Mais je vais vous surprendre. Ça fait à peine depuis 2013 seulement qu'il s'est lancé dans le cinéma. Et donc 3 ans environ. Il n'a même pas fait des études. Voilà, peut-être il fait des études autodidactes en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il télécharge des cours et on lui donne des cours sur le net. Et à partir de là, il arrive à réaliser ce que nous voyons aujourd'hui. Et si on revenait sur les grandes lignes du film qui a permis à Sosten de remporter cet Ibogador? Alors, les grandes lignes... Peut-être nous expliquer le film pour qu'on le comprenne. Le film, oui. Aire de stationnement. Justement. Aire de stationnement est un film qui est tiré de 2 histoires réelles. Notamment celle d'un monsieur qui, par imprudence, a laissé sa voiture garée sur la nationale. Certainement, il avait un besoin. Voilà. Et l'histoire d'une jeune fille qui a été victime d'un viol. Victime d'un viol par son propre petit ami et ses amis. Donc, un viol collectif. Voilà. Ouais. Un viol collectif qui a entraîné de nombreux désagréments, c'est bien cela? Oui, qui a entraîné... Maintenant, on a créé le rôle de Anaël, une jeune fille qui, après avoir subi ces actes qui l'ont pratiquement traumatisée, vous comprenez, le choc psychique et autres, cette dernière n'a plus aucun sentiment, aucune affection pour les hommes. Donc, elle va penser que finalement, tous les hommes qui vont se présenter devant elle, il faut leur ôter la vie. Est-ce que cet Ibogador, ce prix, annonce le début de nombreux grands projets pour le réalisateur? Le début, vraiment le début. Nous tenons à dire ici, à relever que lorsque nous avons commencé à réaliser ce film, nous n'attendions pas une quelconque organisation en termes de festival au Gabon. Nous avons été surpris parce que ce film est sorti le 30 décembre 2015. Vous voyez, donc il y a quelques mois de cela seulement que nous avons été surpris
d'avoir l'information selon laquelle le ministère de la Communication organisait le Kifilma, premier festival du film amateur au Gabon avec l'appui de l'IGIS. Et donc, pour conclure, peut-être un message à passer à l'endroit de ces jeunes qui ont envie de faire comme lui. Vous l'avez dit, c'est un autodidacte. Il ne connaît pas le domaine, mais à peine 2013 à 2016, il remporte l'Ibogador. C'est pas donné à tout le monde, là. Oui. Je voudrais dire que le groupe Divine Production déjà est une structure ouverte et on aimerait travailler également en partenariat avec les autres réalisateurs parce que nous on ne connaît pas tout et également du point de vue technique. Maintenant, pour tous les jeunes qui sont passionnés de cinéma, ne restez plus chez vous, venez au groupe Divine Production, allez-y dans les autres structures et on va vous former parce que c'est dans le tas que nous également on apprend. C'est dans le tas que vous également, sinon nous également, nous apprenons. Vous nous permettez de toucher ce prix, ce beau prix. Voilà, il faut le dire. L'Ibogador, je l'ai dans mes mains et donc c'est sur cette magnifique, alors la magnifique prise d'image ou photo que nous allons nous rendre à clore cette édition d'information. Merci à vous, Paolo Andon, d'être passé sur ce plateau pour toutes ces précisions. Nous vous retrouvons très prochainement avec de futures victoires. Merci encore à Cassette. Ce journal est à présent terminé, mais avant le rappel des 3 principaux titres qui l'ont constitué. Au Gabon, les lampions se sont éteints sur les travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire du Conseil national de la démocratie à Libreville. Ces assises ont suscité un vif intérêt des hommes politiques, tous bords confondus. Au Tchad, Saleh Kebzabo a été investi par son parti, candidat à l'élection présidentielle du 10 avril prochain. Il appelle à un dialogue politique sur l'organisation de ce scrutin. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante et la dynamique de l'opposition autour d'une table. Les échanges ont porté sur l'organisation de l'élection présidentielle en cette année 2016. Mille excuses, chers téléspectateurs, pour ce journal émaillé de nombreuses erreurs techniques et peut-être journalistiques. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. Bonsoir.